Bonjour à vous tous, bonjour aussi à ceux qui nous regardent en visio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Régnier à ma droite et Jean-Louis Messica à ma gauche. Bonjour. La question du service public, bien évidemment, est tout à fait centrale. Nous sommes ici dans une maison de service public à Radio France. Nous avons 4 antennes qui diffusent tous les jours de l'information. Nous produisons plus d'une centaine d'heures d'information tous les jours. Nous sommes donc un très gros contributeur, un très gros informateur auprès des Français sous toutes ses formes. Et le paysage de l'information a changé. Et pour réfléchir aujourd'hui à notre rôle et à l'évolution du paysage, nous avons souhaité intéresser à nos métiers 2 think tanks, Terra Nova et la Fondapol, en l'occurrence donc Jean-Louis Messica et Dominique Régnier, que je remercie, qui ont pris le temps de s'intéresser à notre sujet et qui ont même tellement pris le temps qu'ils ont écrit l'un et l'autre un texte. Il y a déjà un premier texte qui est disponible aujourd'hui, celui de Jean-Louis Messica, sur le site de Terra Nova. Et je crois que dans la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine, celui de Dominique Régnier sera également publié par la Fondapol, mais aussi par Terra Nova, puisque les 2 think tanks ont publié ces 2 textes. Pour nous, ces 2 textes et ces 2 réflexions sont tout à fait importantes, structurantes. On a besoin aujourd'hui d'objectiver nos métiers, de réfléchir sur l'importance du service public. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des 2 auteurs a pris le sujet de manière différente. Jean-Louis Messica est parti en fait de l'évolution et des métamorphoses du métier de journaliste dans un paysage de l'information qui a beaucoup changé. Et Dominique Régnier, en politologue, professeur à Sciences Po, est parti, lui, du paysage de la démocratie et de la fragilité des régressions aujourd'hui qui montrent que la démocratie est aujourd'hui en difficulté. Et bien évidemment, l'information et la démocratie, en général, ça marche ensemble. Et donc, c'est ce couple-là, information et démocratie, qui pose question aujourd'hui. Et c'est le fil qu'a voulu tirer Dominique Régnier. Je commence par vous, Jean-Louis Messica. Pourquoi être parti donc, de cette approche du métier de journaliste, de ces transformations d'ailleurs, parce que ça permet aussi de reprendre un peu de durée historique et de montrer qu'il y a déjà eu plusieurs métamorphoses, mais que là, on est quand même dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais tout simplement parce que je pense que pour comprendre la crise que nous traversons, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les médias sont confrontés à une crise, je vais essayer d'expliquer la nature de cette crise, mais pour bien comprendre, la longue durée est intéressante. Et donc remonter en quelque sorte à la naissance du métier de journaliste, à la naissance du concept d'information et même à la naissance du concept d'information objective, est un moyen de tirer le fil. Et en fait, dans ce texte, j'ai identifié 3 âges de l'information, l'un que j'ai appelé l'information institution, le second information émotion et le troisième information désaffiliée. Et je vais essayer d'expliquer un peu comment tout cela s'agence. Alors d'abord, la naissance du journalisme, la naissance du métier de journaliste en tant que profession, on est capable de la dater, somme toute, assez précisément. C'est l'apparition de la penny press sur la côte est américaine aux alentours de 1830. Tout simplement parce que d'un seul coup, là, un nouveau modèle économique est né. Et ce nouveau modèle économique a permis aux entrepreneurs de presse de payer des gens uniquement pour qu'ils aillent chercher de l'information, rapporter de l'information et écrire des articles. Et ce modèle économique, ce qu'il y a de vraiment très extraordinaire, c'est qu'il a duré jusqu'à ce qu'Internet le détruise. Et donc, il a duré plus d'1 siècle. Et donc, même largement plus d'1 siècle, presque 1 siècle et demi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était ce modèle économique? Eh bien, c'était justement la combinaison de 4 sources de financement différentes. La publicité, les petites annonces, la vente au numéro et l'abonnement. Et pourquoi est-ce que ce modèle économique était très performant? Ben, tout simplement parce qu'il permettait une certaine indépendance des rédactions. Parce que la rédaction ne dépendait pas totalement de son lectorat. Et on sait à quel point c'est compliqué de dépendre totalement de son lectorat ou de son auditorat. La rédaction ne dépendait pas totalement de ses annonceurs.
Et donc, cette espèce de financement composite permettait une certaine forme d'indépendance éditoriale. Et la deuxième chose qu'on constate quand on s'intéresse justement à cette période qui va de 1830 à 1900, c'est que les entrepreneurs de presse ont utilisé toutes les nouvelles technologies à leur disposition, que ce soit le télégraphe, le chemin de fer ou la rotative. Et ils ont créé des coopératives, en créant notamment des agences de presse. Et en créant l'agence de presse, ils ont donné une sorte de base matérielle à l'opposition que l'on fait aujourd'hui entre le fait et l'opinion, ou entre le fait et le commentaire. À partir du moment où une agence de presse doit fournir tout un tas de journaux avec des informations de nature différente, eh bien, l'objectivité de l'information est une condition sine qua non. Alors je vais sauter rapidement à la naissance de la radio et de la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Les peuples et les gouvernements étaient traumatisés par la violence qui s'était déchaînée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en ce qui concerne les médias, il y avait eu la collaboration. Et je pense que pour le cas de la France, c'est très flagrant de voir à quel point la décision qui a été prise de créer un monopole de la radio et de la télévision, un monopole public de la radio et de la télévision, était directement lié au fait que les radios privées avaient collaboré avec l'ennemi, notamment Radio Paris. Vous vous souvenez du slogan « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Et donc, cette circonstance politique, beaucoup plus que l'argument traditionnellement avancé de la pénurie des fréquences, a joué un rôle fondamental dans la création d'un monopole d'État. Et d'un certain point de vue, on est ici dans le temple de ce monopole d'État. Hein, la maison de la radio, qui a été construite bien plus tard, mais était quand même le symbole de cette RTF puis ORTF, c'est-à-dire d'une vision qui était celle d'un service public de la radio et de la télévision. Qui l'a inauguré. Et le général de Gaulle l'a inauguré, absolument, mais un service public de la radio et de la télévision qui était aussi un service public de l'information. Et comme l'a dit, comme toujours avec une formule extrêmement précise, Raymond Aron, à partir du moment où on faisait le choix du monopole, eh bien, on abandonnait la notion de pluralisme de l'information au profit de la notion de neutralité de l'information. On était obligé de neutraliser l'information puisque le principe du monopole empêchait le principe de pluralité. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend compte, mais à l'époque, on s'en est pas rendu compte. On a vécu 50 années très étranges, très extraordinaires, à partir de 45, au cours desquelles cette information, c'est pour ça que j'ai appelé ça information institution, cette information, elle était quand même relativement contrôlée, elle était relativement structurée. La source d'information principale, c'était quand même le pouvoir politique. Bien évidemment, il y avait une forme de présentation des points de vue contradictoires, mais extrêmement maîtrisée. Et donc, on a eu une période où la télévision, la radio généraliste, mettait sous les yeux de tous le même message au même moment. Et à l'époque, on ne se rendait pas compte à quel point ça facilitait le débat démocratique. Parce qu'à partir du moment où vous avez des citoyens qui ont un socle d'informations partagées, eh bien, vous n'êtes pas du tout dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'on avance pour poursuivre sur les âges successifs. Il y a l'éclatement du monopole, bien évidemment. Éclatement du monopole, et l'arrivée d'Internet. Dérégulation et arrivée d'Internet. Et je sens que je suis en retard, donc je vais aller très vite. L'arrivée d'Internet a été vécue d'abord comme une extraordinaire libération, a été vécue par tout le monde comme, enfin, on va en finir avec le monopole de la parole légitime, avec cette espèce d'assignation entre ceux qui ont le droit de parler et ceux qui n'ont que le droit d'écouter. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un immense espoir qui est né avec Internet. Je vais très rapidement, parce que je considère, si vous voulez, que les réseaux sociaux, ce n'est pas Internet. Hein. Les réseaux sociaux, c'est une couche d'informatique propriétaire qui ont été mises et qui ont d'ailleurs muselé cet Internet ouvert et décentralisé qui était le projet des pères fondateurs d'Internet. Mais en réalité, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en train de bouleverser radicalement le modèle d'organisation du débat démocratique tel que nous le connaissions auparavant.
Et pourquoi il le bouleverse radicalement? Pour tout un tas de raisons. La première, ce sont les algorithmes de recommandation. Les algorithmes de recommandation, c'est un outil qui permet ce qu'on appelle l'économie de l'attention, que certains appellent l'économie de l'addiction, c'est-à-dire de maintenir les gens en permanence en contact avec le service du réseau social. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où finalement l'espace public c'était des individus qui discutaient avec d'autres individus, à un système où maintenant il y a toujours les individus, mais il y a les machines aussi. Exactement, il y a des machines, des algorithmes. Et ce qui veut dire concrètement que, par exemple, l'agenda des médias, ce qu'on appelait l'agenda des médias, c'est-à-dire le fait qu'il y a un consensus entre les médias pour définir quels sont... Gatekeeper, comme diraient nos amis anglo-saxons. Quels sont les thèmes dont on va discuter en fonction de l'actualité. Ben maintenant, cet agenda des médias, il entre en rivalité avec un agenda des plateformes. Et la grande différence, comme vous l'avez dit, c'est que l'agenda des plateformes, il n'est pas fabriqué par des êtres humains, il est fabriqué par des machines. Alors certes, des machines qui sont programmées par des êtres humains, sauf que les êtres humains qui programment ces machines, ils sont aux États-Unis, ils ne savent absolument pas quelle est la situation politique et sociale en France, et en plus ils s'en contrefoutent. Leur sujet, c'est pas celui-là. On peut avoir aussi des robots agités par des officines russes, ou en tout cas, voilà, et qui ont des dessins, on va dire, de politique, de déstabiliser, par exemple, des sociétés. On voit bien qu'il y a ces acteurs. Si on concluait, Jean-Louis, dans un premier tour de parole sur, du coup, le service public là-dedans, comment, dans ce paysage-là, la mission du service public doit évoluer, qu'est-ce que vous diriez ? D'abord, je pense que le service public de l'information, il a encore, en quelque sorte, ses racines qui plongent dans cette idée de mettre sous les yeux de tous un message et une information partagée. Et donc une information qui a un certain nombre de dimensions, notamment une dimension d'objectivité et d'honnêteté. Donc on voit bien que le service public, d'un certain point de vue, c'est un bastion qui doit résister à cette information désaffiliée qui est celle des plateformes et des réseaux sociaux. L'information désaffiliée, Jean-Louis, c'est que voilà, vous pouvez savoir, par exemple, je ne sais pas, que Kaboul est tombé, ou une autre nouvelle d'information qu'un tel va se présenter à l'élection présidentielle. Vous ne savez plus quel média vous l'a donné, en fait. Je pense que c'est une expérience que nous avons tous fait, c'est-à-dire qu'on a une information et on ne sait plus d'où elle vient, parce qu'en fait on a lu 15 ou 25 trucs en même temps dans la journée. Exactement, et puis on est allé sur un réseau social, ça peut être une recommandation d'un ami, ça peut on ne sait plus la marque, un message partagé. Et l'autre aspect qui me paraît essentiel, et d'ailleurs je crois que ça a été beaucoup souligné par Dominique, l'autre aspect qui me paraît essentiel, c'est que cette information, elle est morcelée. Ce sont des morceaux d'information. Parce que ce qui caractérise le réseau social, c'est le teaser, c'est la citation. Et souvent, c'est la citation avec parfois une intention malveillante. C'est-à-dire que vous allez avoir sur Twitter ou sur Facebook la citation d'une interview sur Radio France, par exemple, mais le petit bout qui va permettre de dire « mais regardez » et de stigmatiser la personne. C'est pour ça aussi que la dimension des algorithmes de recommandation qui s'appuient sur des mécanismes de haine et d'indignation a des effets dévastateurs sur le débat public et sur l'organisation du débat public. Et juste d'un mot pour conclure, sur cette façon dont le service public peut occuper l'espace public, vous pensez-vous qu'il y a une mission nouvelle, particulière, à inventer, de transformation aussi des médias? On parlait des plateformes, mais voilà, les radios traditionnelles sont aussi en train de se transformer. Oui. Et elles sont accessibles par des multiples canaux aujourd'hui. Et donc, en même temps, voilà, il y a la nécessité d'aller aussi partager un certain nombre de choses, des vérités factuelles, des acquis de la connaissance, une pluralité de débats, du débat contradictoire, etc. Oui, alors je citerai trois exemples brièvement. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la réhabilitation de la délibération et du débat contradictoire. Je pense que le problème que pose aujourd'hui le nouveau dispositif médiatique, le nouveau système médiatique, c'est à quel point, à travers les bulles de filtre, les bulles d'information, les gens sont séparés les uns des autres dans des territoires informationnels qui ne communiquent plus entre eux. Et grosso modo, le rôle du service public, c'est de se battre pour que, justement, l'idée de points de vue opposés qui s'affrontent survive à cette nouvelle configuration. Donc je dirais réhabiliter une délibération politique honnête et courtoise.
Hein, c'est le 1. C'est le 1. La deuxième chose, c'est ne pas être naïf avec ce concept de la post-vérité. Vous l'avez dit sur les interventions des puissances étrangères. Mais grosso modo, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux fake news. France Info fait un service justement d'analyse des fake news. Mais il ne suffit pas de s'intéresser aux fake news. Il faut s'intéresser à qui produit les fake news et pourquoi. Les tracer, en fait. Les tracer, voilà. Il y a une traçabilité possible de la désinformation et de la mésinformation. Et les fake news, elles ne tombent pas du ciel. Hein. Les fake news, elles sont fabriquées par des gens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment elles sont fabriquées et pourquoi elles sont fabriquées, et de le dire publiquement. Alors, je reconnais que c'est effectivement une nouvelle mission de service public, on pourrait presque dire, mais je pense que cette mission de service public est vraiment très importante. Et la troisième idée, c'est cette notion de média global. On a tendance à opposer les anciens médias et les nouveaux médias, à opposer les médias traditionnels ou institutionnels et les médias conversationnels. Mais en réalité, cette opposition, elle va disparaître très rapidement. Internet va devenir hégémonique, et seuls survivront les médias qui auront su s'adapter à la nouvelle donne numérique. Et donc le média global, il a ce site particulier qu'il ne fait pas un seul métier. Par exemple, il ne fait pas que de la radio, et il ne fait pas que de l'antenne. Et donc, c'est vraiment un changement complet de paradigme, de comprendre qu'être un média global, c'est être capable de décliner ces informations sur tous les supports, de savoir que les archives sont au moins aussi importantes que le fil d'information d'actualité, et d'être capable de fournir à tout le monde, dans des bonnes conditions, un accès à une information qui a une vraie dimension pédagogique. Et donc, je pense que cette transformation de médias spécialisés en médias global, c'est vraiment l'enjeu pour Radio France dans les années qui viennent. Merci Jean-Louis Missika. Dominique Régnier, alors je disais en présentant que vous avez pris, vous, le sujet un peu par un autre fil, qui n'était pas celui du métier de journaliste, mais celui plutôt de notre fragilité démocratique aujourd'hui. Oui, alors c'est une façon de souligner l'extraordinaire dépendance de la démocratie à l'existence d'un espace médiatique capable, vigoureux, autonome. Dans l'installation de la démocratie représentative, grosso modo à la fin du XIXe siècle, probablement que ça n'aurait pas été possible, si on peut imaginer les choses ainsi, sans avoir à côté l'installation d'une presse libre et d'une législation sur la presse particulièrement libérale. C'est notamment pour la France la grande loi de 1881, pour faire cette référence-là, au fond sous le régime de laquelle nous nous trouvons toujours. Et bien sûr, sans non plus la contribution majeure de l'instruction publique, on va dire l'éducation nationale, l'école, le savoir partagé avec le plus grand nombre, si possible, tout le monde. C'est ce qui a donné lieu à une période de relative stabilité et fermeté du modèle démocratique. Je parle de la démocratie représentative, celle que nous vivons, jusqu'à la fin des années 80. Ça fait un siècle de durée. Ça fait pas tout à fait un siècle si on prend en compte le vrai suffrage universel, c'est-à-dire le vote des femmes à partir de 1944 en droit, 45 en fait. Donc c'est très récent en réalité, hein, cette démocratie fondée sur un véritable suffrage universel, en tout cas pour nous les Français. C'est une période extrêmement courte. C'est une pellicule extrêmement fine dans l'histoire politique. Alors sans remonter à l'antiquité des régimes dont on a pu faire l'histoire et archiver des caractéristiques, évidemment, ça serait absurde. Mais pour ce qui concerne le fait démocratique, dans l'idée que les gouvernés doivent avoir leur mot à dire sur qui les gouverne d'une façon ou d'une autre, bon, quand même, c'est une idée qui, en ce qui concerne le grand nombre, pas en ce qui concerne les élites athéniennes, mais en ce qui concerne le grand nombre, c'est une idée dont on trouve une trace quand même très claire, au moins à la Renaissance, je dirais, et qui ensuite a suivi le chemin que l'on sait. Mais tout ça, c'est quand même très récent. Et il me semble que la philosophie, la discussion qui s'est installée à ce moment-là, dans cette première phase historique,
En ce qui concerne ce que c'est que l'information et le débat dans une démocratie, ne peut plus du tout être posé dans les mêmes termes aujourd'hui. Ce qui nous arrive, c'est d'une part moi ce que j'appelle le désencastrement de l'espace public médiatique, de la circonscription législative souveraine, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, ceux qui nous gouvernent, CEUX, ce sont les plateformes, dont on connaît les caractéristiques. Ce sont des entreprises, donc ce sont des entités privées. Elles n'ont pas la nationalité, en l'espèce, par exemple, française. Le fait qu'elles aient la nationalité américaine ne change pas fondamentalement la chose pour les États-Unis, parce que le problème est en quelque sorte le même pour eux, alors que c'est leur même nationalité, si je puis dire. Donc ce désencastrement qui fait que les systèmes de régulation, d'organisation et de défense d'un espace public libéral, de liberté, de circulation de l'information et d'échange, désormais, de manière croissante, entre sous l'autorité de ces entités qui n'ont pas encore tout le pouvoir, mais qui en ont pris beaucoup, et avec lesquelles les relations des individus que nous sommes ne comptent absolument pas, enfin nous ne pesons pas du tout, et les États eux-mêmes sont à la peine, quand on peut dire même, enfin un État moyen comme la France ne peut rien. En réalité, au niveau de l'Europe, on peut un peu, mais c'est quand même très marginal, si on veut tenir à distance ces plateformes, ou simplement leur demander de respecter les libertés qui sont les nôtres. Par exemple, vous ne pouvez, en droit français, tenir des propos qui seront interdits par les plateformes. Les plateformes ne pratiquent pas le free speech américain, donc c'est beaucoup plus restrictif, et ce sont les plateformes qui ont la capacité de fermer le compte d'un président en exercice. Alors il n'est pas très sympathique, ce président, c'est Trump, mais ça c'est pas le sujet. Parce qu'elles ont ce pouvoir-là, et ainsi de suite. Donc on a un désencastrement et un réencastrement dans un espace transnational gouverné par des entreprises qui, à mon avis, n'ont pas un plan et ne font pas mal les choses. Ce sont des entreprises qui prospèrent et qui poursuivent leur propre raison d'être. Ça n'est pas cohérent avec ce que nous sommes. La deuxième source de préoccupation, pour moi, elle tient au fait que, à la fois à cause de ça, mais aussi pour d'autres raisons, les démocraties dans lesquelles nous vivons sont plus que déstabilisées. Elles sont historiquement menacées. On arrive quand même là maintenant à une situation où il nous faut envisager la fin du cycle démocratique. Si elle devait advenir dans les décennies qui viennent, finalement, ce serait un cycle relativement court. Et les démocraties n'ont pas en elles-mêmes le principe, en tout cas moi je ne crois pas, leur principe de soutenabilité. Il faut quand même que des forces soient à leur côté pour qu'elles puissent tenir. Il y a des raisons internes sur lesquelles je vais bien sûr passer très vite, qui sont évidentes pour nous tous. Il y a des facteurs internes qui sont liés à la démographie, à des tas de problèmes, qui font que les démocraties sont victimes d'une fragilité interne. L'état des finances publiques, enfin beaucoup de choses, des conflits difficiles à résoudre, des ajustements à faire qui ne sont pas simples, des oppositions qui seront véhémentes sur la réallocation des ressources, donc ce n'est pas simple du point de vue interne, d'où l'émergence de ces figures populistes et autoritaires un peu partout. Et puis le troisième facteur que moi j'ajouterais, en passant peut-être encore plus vite pour ne pas être trop long, mais c'est une transformation culturelle, ce sont des effets de génération. Les nouvelles générations, à la fois parce que c'est le numérique, mais aussi parce que c'est comme ça, ce sont des changements de génération, sont moins consommatrices des médias classiques, des médias d'affiliation, des médias professionnels, des médias qui sont labellisés et qui peuvent labelliser une information de qualité, même du temps médiatique séparé d'un temps non médiatique ou d'une interaction médiatique séparée d'une interaction non médiatique. De ce point de vue-là, moi j'ai coutume de dire que les réseaux sociaux ont créé un événement dans l'histoire des médias que je trouve absolument radical. Maintenant, nous sommes tous, on le sait bien, des producteurs de contenu,
avec les smartphones, et c'est une affaire parfaitement connue. On voit d'ailleurs sans arrêt maintenant, non pas des événements, mais des événements filmés par des personnes qui participent à l'événement, et le tout étant filmé. Nous sommes devenus des individus médias, et donc on a maintenant des publics qui sont composés de médias. C'est une chose tout à fait nouvelle que jamais on n'aurait imaginé dans la conception classique où il y avait d'un côté les médias, de l'autre le public. Je ne dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est une différence telle que le système est quand même largement disrupté. Et puis la dernière référence sur laquelle je dirais un mot, c'est que nos fragilités, évidemment, pour ces raisons-là au moins, nos fragilités se voient. Elle se voit à l'intérieur, elle se voit à l'extérieur. Et l'idée de redistribuer le pouvoir dans le monde en reprenant au monde démocratique de l'après 45 ce qu'il avait pu se donner comme norme et donner au monde comme norme, eh bien, ça devient un projet qui est explicitement porté. Il y a un rapport hier qui a été rendu public sur les moyens gigantesques que déploie la Chine pour espionner, pour influencer, pour corrompre, pour perturber, etc. On sait que la Russie fait pareil, avec moins de moyens, mais que la Russie fait pareil. On sait que la Turquie fait la même chose, que l'Iran fait pareil. Donc on est maintenant dans une situation extraordinairement compliquée où nous sommes la cible, parce que le monde démocratique est identifié comme étant fragile, et donc, en quelque sorte, on pourrait le pousser un peu sur les bords de l'histoire. Évidemment, ça a un effet sur le système médiatique, puisque nous sommes dans un régime libéral, donc un régime ouvert et numérisé maintenant. Ouvert, ça veut dire que ce sont des régimes médiatiques et juridiques qui ne sont pas étanches. On pouvait autrefois venir en France et publier des articles, ou même envoyer depuis l'extérieur un article, enfin parler à la radio, à la télé, tout ça était possible. Mais maintenant, on peut traverser, parce que la matérialité du territoire, c'est le numérique. On peut traverser, on peut sans cesse aller et venir dans ce sens-là, puisque la traversée, elle est unilatérale. Je ne pénétrerai pas l'intranet chinois, j'aurais du mal avec l'intranet russe. Par contre, dans l'autre sens, même la présence est constante. Et donc, il y a une sorte de reconfiguration qui fait que être aujourd'hui un média d'information, et en particulier de service public, ne me paraît pas appeler les mêmes modes de pensée, compte tenu de la menace historique, si on accepte le diagnostic, si on dit que non, les choses ne vont pas si mal, et c'est possible, et finalement, il n'y a pas de raison. Mais si on fait l'hypothèse qu'il y a une situation historique particulièrement périlleuse, ça n'est pas tout à fait la même position, je trouve, pour les médias, parce qu'il leur appartient, moi je dirais que c'est tous les médias, par vocation, ça appartient aux médias, il leur appartient de défendre la démocratie, mais bien sûr de défendre la démocratie en exacerbant les valeurs qui la constituent. Notamment, c'est ce que j'ai proposé dans mon travail, et ça particulièrement pour le service public, un média de délibération, et pas simplement un média de pluralisme, parce que le pluralisme est une condition, mais ça n'est pas suffisant. Il ne faut pas simplement que des points de vue différents s'expriment, il faut que des points de vue différents se rencontrent et que soient construits dans une dialectique qui est celle de l'échange ordonné, des arguments, des contre-arguments, non pas pour à la fin déclarer un vainqueur ou un vaincu, mais pour que les auditeurs ou le public puissent bien rentrer dans un cheminement qu'il partagera lui-même ou qu'il ne partagera pas, ou un changement de direction, que sais-je, mais passer à ce type d'objectifs et d'efforts me paraît être aujourd'hui une des conséquences de cette mutation. Sinon, et je termine là-dessus, cher Vincent Giré, sinon, nous voyons bien tous que la force de l'émotion, la facilité avec laquelle on peut combiner les passions, fera de nos, entre guillemets, débats publics des batailles sans fin, on le voit déjà, hein, qui n'avancent à rien, qui ne servent à rien, sinon à chauffer les esprits et à donner l'idée que désormais nous avons bien constaté que nous étions radicalement en désaccord. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est plutôt passer à l'action.
Merci, cher Dominique Régnier. Malheureusement, c'est un peu frustrant, mais nous allons devoir nous arrêter là. Je renvoie donc tous ceux que ça intéresse à vos deux textes qui, pour l'un, est déjà publié chez Terra Nova et pour l'autre, le sera dans quelques jours sur le site de la Fondapol. Et nous aurons bien sûr l'occasion de poursuivre cet échange et de reparler de la place du service public dans ce paysage nouveau de l'information. Merci infiniment à vous deux et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci.